Allez, on est parti. Bienvenue au webinaire de la terrasse. Alors, je sais, il fait beau dehors et vous êtes pourtant de votre poste, sur votre bureau, au télétravail. Et même certains ont dû, comme Emmanuel, fermer le volet pour qu'on puisse vous voir. Donc, vous voyez qu'on fait attention à vous. La première chose, donc j'ai mis vos micros sur muet. Ça ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous nous parliez, bien au contraire. Ce qu'on souhaite, c'est que vous utilisiez le chat pour que vous puissiez poser toutes les questions à Emmanuel et je me ferai un plaisir de les relayer au fur et à mesure de sa présentation. Autre élément, pour ceux qui arriveraient, merci d'enlever votre caméra pour permettre d'avoir un meilleur flux de paroles et d'images pour le présentateur. Alors, qui sommes-nous et que faisons-nous? Eh bien, nous sommes aujourd'hui la Terrasse Discovery, un lieu un peu particulier, un lieu qui permet de vivre une nouvelle expérience de travail à Paris-Saclay, sur le plateau de Saclay, où on rompt la solitude, on réseaute lors d'événements. Alors évidemment, en ce moment, le confinement nous empêche de faire ces événements et on les a transformés en webinars. On travaille dans une communauté active et puis on apprend à accélérer son business. Et Emmanuel, comme d'autres, font le nécessaire pour aider des start-upers ou des entrepreneurs pour le faire. Donc, par solidarité et face au confinement, on a décidé, les coworkers, de partager leur savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, vous pouvez nous suivre en faisant le hashtag webinaire de la terrasse sur LinkedIn et vous verrez tous les événements qui ont lieu au fur et à mesure, ou alors nous suivre sur l'arrobase de la terrasse Discovery ou l'arrobase Charles Cosson sur LinkedIn principalement. Alors, je vais vous dire aussi, avant de laisser la parole à Emmanuel, ce qui nous attend pour ce qui peut vous intéresser. Le 14 avril à 11 h, donc la semaine prochaine, vous allez avoir un webinaire de la terrasse sur télétravail. Ça va durer, les clés pour améliorer votre installation et donc avoir moins mal aux fesses, vous trouver plus à l'aise, pouvoir mieux travailler et être efficace. Et le 15 avril à 11 h aussi, vous aurez confinement et business, comment réussir sa communication avec Céline Salomon, qui est aussi de Spark RH Group. Pour autre information, avant de laisser la parole à Emmanuel, c'est de vous dire que qu'on vous enverra une enquête de satisfaction pour savoir si vous avez d'autres souhaits, si ce webinaire vous a plu, et si vous avez volonté d'approfondir certains éléments sur la base de ce webinaire. Alors Manu, pour démarrer, on parle souvent de manager de proximité, on est passé maintenant manager à distance. De nombreux changements sont arrivés ou sont à prévoir. Toi qui es du groupe Spark RH Group, on t'écoute. On t'écoute pour que tu nous permettes d'en savoir un peu plus sur ces questions majeures de management, les erreurs à ne pas commettre, et que dire, que faire face à nos salariés ou à nos associés dans cette période de crise et comment rebondir. Je te laisse la main, Manu. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous, parce que l'air de rien, c'est quand même sympa de nous accueillir chez vous. Donc oui, le thème qu'on a voulu développer avec vous aujourd'hui, c'est manager confiné, comment être efficace. Juste pour vraiment cadrer les choses, parce que donc cette conférence est enregistrée, donc du coup elle sera ensuite disponible, donc il faut quand même repréciser le cadre. En fait, ça se déroule aujourd'hui, on est le jeudi 10 avril, le vendredi 10 avril. Hier, on va avoir une intervention du président qui allait nous dire que ça allait peut-être durer. Et en fait, il n'est pas intervenu hier, donc il interviendra normalement lundi soir. Donc, on ne sait pas où on en est aujourd'hui du confinement, c'est-à-dire qu'on est incapable de savoir si ça va durer un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps. On ne sait même pas comment on va sortir de là. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, l'opinion publique, si on leur demande possibilité que le confinement se termine dans 15 jours, on a à peu près 80% des gens qui vont dire aucune possibilité et l'autre va dire aucune, mais en bleu. Voilà. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans un flou total. Et l'air de rien, manager des gens dans ces conditions, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Voilà. On va déjà parler et brouiller un petit peu quelques croyances. Déjà, travailler de chez soi, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Et c'est bien de se le dire.
C'est bien de comprendre que quelqu'un qui est habitué à prendre la voiture le matin, à faire une demi-heure de route, à arriver au bureau, à prendre son café, discuter avec Corinne, Charles, et ensuite de se mettre au boulot 2 heures, après de se prendre une pause, etc. Eh ben, dès l'instant où vous lui enlevez tout ça, tous ces petits process, tous ces petits rites, eh ben, il va complètement se déstructurer. Et donc, travailler de chez soi, c'est vraiment pas naturel. N'oubliez pas une chose, quand vous managez des gens, si vous n'avez pas de nouvelles, ça ne veut pas dire que c'est des bonnes nouvelles, bien au contraire. Comprenez bien que les gens qui ne vous appellent pas, les gens que vous n'allez pas croiser, que vous n'avez pas appelé, bah, si vous ne les voyez pas, je vous confirme, vous ne les voyez pas. Et vous ne voyez pas si la situation se détériore ou s'améliore. On a le droit de rêver. N'oubliez pas une chose, c'est que le confinement, même si on ne sait pas quand ça va se finir, c'est comme l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. L'idée, c'est qu'à un moment ou un autre, vous allez tous les revoir. Ou pas. C'est-à-dire que malheureusement, à la fin du confinement, vous allez aussi avoir des gens qui vont s'être posés beaucoup de questions sur eux-mêmes, leur avenir, dans quel état ils sont, etc., etc. Et donc, qui risquent tout simplement de, à la fin du confinement, vous dire, au fait, j'ai bien réfléchi, je ne reste pas. N'oubliez pas aussi que les gens n'ont pas tous envie de bosser chez eux. Donc, faites très attention à ça. Il y en a pour qui bosser à la maison est une punition à part entière. D'autres qui vont se dire ouais, c'est super pendant une semaine ou 3 jours. Et puis au fur et à mesure, quand ils vont réaliser ce qui se passe, ils vont commencer à entrer dans ce qu'on appelle un processus de souffrance. Et c'est des gens qui vont vraiment avoir besoin d'être accompagnés. Et enfin, la pire des croyances, c'est se dire que les mecs sont à la maison, les nanas sont à la maison, ils vont en profiter pour rien faire. Non, c'est faux. Bien au contraire, et on va en parler ensemble. Vous allez voir que les gens, en fait, si, ils bougent et il y a plein de choses à voir avec eux. Dans le cadre des différentes interventions qu'on fait, parce qu'on a l'habitude de se retrouver entre coworkers, il y a aussi d'autres croyances qui sont très destructrices pour votre démarche de manager. Je m'explique. À partir du principe qu'après la crise, ça va être top, on va tous s'aimer, ça va être génial, etc. C'est le meilleur moyen d'avoir des lendemains qui déchantent et pas des lendemains qui chantent. Donc, évitez de vous projeter ou de projeter une image auprès de vos équipes en disant « mais t'inquiète, ça ira mieux après », etc. Ce n'est pas vraiment la chose à faire parce que le après, quand il arrivera, parce qu'il va arriver, les gens vont vous regarder en disant « mais attends, tu nous as dit que ça irait mieux ». Et on est bien d'accord que vous n'avez pas la main sur tout ça. Évitez aussi le « c'est bientôt fini » parce que le « c'est bientôt fini » du lundi qui se répète tous les lundis, au bout d'un moment, les gens ne vous écoutent plus. Et pire que tout, ils sont en train de vous associer à votre incapacité de savoir la fin du confinement alors que vous n'avez aucun moyen, vous-même, d'avoir la main dessus. Évitez aussi de dire aux gens « oh là là, ça va durer, on ne sait pas combien de temps, mais ça va durer », parce que là, pour le coup, vous allez juste avoir un magnifique phénomène de démotivation cumulative des collaborateurs. Et pire que tout, le découragement. C'est-à-dire que le manager, par définition, il fixe la limite haute, mais pas la limite basse. Si jamais vous commencez à vous décourager, eh ben, les gens ils vont se surdécourager. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, comme j'ai entendu ce matin, vous commencez à transmettre des chiffres, à dire aux gens oui, il faut qu'on échange sur l'avenir de l'entreprise, etc., etc., la seule chose que vous leur envoyez comme message, c'est que vous êtes en train de douter vous-même de ce que devient l'entreprise et que vous ne savez pas où vous allez. Le propre d'un manager, et a fortiori quand on est entrepreneur, c'est de maîtriser la boîte. C'est de maîtriser ce que l'on veut de la boîte. Dès l'instant où vous allez montrer que vous allez avoir un doute sur la société, un doute sur l'avenir de la boîte, un doute sur l'avenir de l'équipe, et bien là, vous êtes en train de perdre toute votre crédibilité vis-à-vis des hommes et des nanas que vous accompagnez ou que vous encadrez. Et ça, faites super attention parce qu'eux ne vous le pardonneront pas, parce qu'ils sont énormément déçus. Et il faut les comprendre. Eux, chez eux, ils n'ont plus l'environnement de travail. Ils peuvent s'en reconstituer un, et on va en parler dans un prochain webinar. Ils peuvent garder des contacts, mais ils ne sont plus dans l'environnement de travail. Vous allez donc avoir des comportements qui peuvent totalement vous échapper. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ça vis-à-vis de vos collaborateurs et on va en parler. Alors, qui je suis pour parler de ça? Parce que quand même, c'est la moindre des choses, c'est de se présenter à vous. Donc moi, effectivement, j'ai fondé Starter Group il y a maintenant une dizaine d'années. Historiquement, on faisait de la RH à temps partagé. Aujourd'hui, on a été un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 5 marques. On a effectivement de la RH à temps partagé. On fait du marketing à temps partagé. On va faire de l'administratif et du financier à temps partagé. On fait du recrutement et on fait de l'accompagnement dirigeant, ce qu'on appelle de l'operating partner. C'est-à-dire qu'on accompagne les startups
où les PME à des démarches de scalabilisation de leur offre et à la croissance des entreprises. Et c'est à ce titre-là que j'interviens devant vous aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. Grosso modo, pour payer mes études, j'ai fait de la grande distrie où j'ai découvert le management. À la fin de mes études, j'ai été chef des ventes et également formateur à l'école de vente à l'Équin sur le management et la vente plaisir. Et ensuite, depuis l'an 2000, la structure même de Sparte RH est une structure entre guillemets éclatée, c'est-à-dire que les gens bossent de chez eux et bossent chez nos clients. Et donc, du coup, le management à distance de personnes qui sont sur leur lieu de vie et ou sur le lieu de travail, mais principalement sur le lieu de vie, est quelque chose qu'on a l'habitude de développer au sein de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on se rend compte avec le temps qu'il y a des comportements ou des épreuves que les gens traversent de manière assez systématique. Ce que j'explique, c'est que je suis également enseignant à HEC sur le programme XHEC, donc les programmes de l'entrepreneuriat qui sont Challenge Plus, HEC Entrepreneur. Il y a un des slides que j'utilise qui dit que l'entrepreneur a 3 vies, 5 métiers et 7 équilibres. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va juste s'intéresser aux 3 vies parce qu'un collaborateur ou un salarié chez vous a également 3 vies, il faut le savoir. Il a sa vie intime, c'est lui vis-à-vis de lui-même, ses attentes, est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui correspond à ses valeurs, etc. On viendra sur cette thématique assez intéressante. Il a une vie personnelle, c'est sa vie de famille, c'est sa vie avec ses amis, son compagnon, sa compagne, je ne sais pas. Et puis, il a une vie professionnelle, c'est entre guillemets le masque qu'il met quand il vient bosser au bureau. Et là, vous comprenez bien tout de suite qu'on va avoir un premier souci, c'est qu'on va se retrouver avec ces 3 vies qui vont être condensées sur un même lieu. D'accord ? Chez lui ou chez elle, il va se retrouver face à face avec son intime, son perso et son pro. Très compliqué à gérer. Donc, vous, en tant que manager, il faut que vous vous assuriez que la personne gère l'intime, le perso et le pro. Et est-ce qu'il y a un moment où on va pas ? Allô ? Ça veut donc dire… Donc, comme ça permet au client de… Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? Ça veut donc dire, je vais y arriver, que la partie professionnelle ne doit pas être masquée par le perso ou l'intime. 2 choses. 1, vous avez vous en tant que… Ouais, c'est là. Vous avez vous en tant qu'employeur l'obligation de préserver l'équilibre vie privée, vie professionnelle du collaborateur. Avant, c'était l'intégrité morale et physique du collaborateur. Là, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Là, je ne vous cache pas que dans la période de confinement, on a quand même mis la barre un petit peu haut parce qu'on est en train de tout balancer les uns sur les autres et ça devient très compliqué. Donc, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de la souffrance psychique que peut ressentir un collaborateur. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'on s'inscrive dans une démarche de disponibilité pour leur parler. Je reviendrai dessus parce que c'est important. Pour qu'on reparle et qu'on remette bien les choses à plat, ça c'est aussi un slide que j'utilise à HEC. Le manager, qu'est-ce que c'est ? Je vous propose de l'approcher au travers de 5 rôles. 5 comme ça, c'est mieux. C'est d'abord un sélectionneur. Bah oui, parce que c'est quand même vous qui avez constitué votre équipe et surtout qui donnez l'impression d'avoir constitué votre équipe. Donnez jamais l'impression de faire, entre guillemets, contre mauvaise fortune bon cœur avec un collaborateur parce que franchement, il ne va pas se défoncer pour vous grâce à ça, quoi. Donc, c'est bien vous le sélectionneur. Donc, c'est vous qui les connaissez, c'est vous qui savez leurs points forts et leurs points faibles. Ça veut donc dire que lors de cette période de confinement, ne réinventez pas l'eau tiède. Ne repartez pas à la conquête de vos collaborateurs en disant tiens, on va en profiter pour faire par exemple des entretiens professionnels. Un entretien professionnel, c'est en face à face. On ne le fait pas via un écran interposé. Si vous ne me croyez pas, regardez un excellent film qui s'appelle In the Air. Vous allez voir tout de suite la différence entre un entretien physique et un entretien fait par l'intermédiaire d'une webcam. Un manager, c'est également un supporter. Bah oui, parce que si la personne qui vous parle, elle ne sent pas que vous êtes fier d'elle, si elle ne sent pas que vous êtes content de ses prouesses et que vous avez envie qu'il réussisse parce que vous, ça vous fait plaisir, et ben, c'est bête, mais il perd une grande partie de sa capacité à être motivé et à réussir. Un manager, c'est également un arbitre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. C'est un arbitre parce que c'est votre rôle à vous aussi de mettre des cartons quand ça ne va pas. C'est intéressant quand vous présentez aussi ce rôle de manager à vos collaborateurs, de dire, voilà, tu sais, je suis sélectionneur, je suis supporter, je suis ton entraîneur et ton capitaine d'équipe, mais je suis également l'arbitre. Et là, tu vois, quand on fait une webcam ou quand on fait une réunion sur Zoom, comme tu n'es pas disponible à l'heure, tu vois, ça fout tout par terre, donc recommence pas.
Ça permet de dépersonnaliser énormément la sanction et surtout de faire comprendre à l'autre que ce n'est pas moi qui te mets un carton, c'est toi qui me force à te le mettre. C'est hyper important parce que, a fortiori, là, aujourd'hui, dans les éléments de confinement que l'on vit, on va avoir une distanciation sociale et donc, du coup, on n'aura pas le non-verbal et la partie physique qu'on pourra avoir dans une interaction qui peut pourtant nous aider à faire passer la pilule, comme on dit. Enfin, un manager, c'est également un entraîneur. Alors, j'ai mis Philippe Lucas parce que souvent, à HEC, les gens sont souvent des scientifiques qui disent « Mais comment je fais pour encadrer un commercial? Je ne sais même pas vendre. » Je leur dis Philippe Lucas, il nageait pas plus vite que Laure Manodou. N'empêche que c'est lui qui l'a amené à faire ce qu'elle a fait et c'est lui qui l'a amené à se transcender. Donc, en tant que manager, ok, c'est pas parce que tu n'es pas le champion d'eux que tu ne vas pas pouvoir encadrer la personne, a fortiori si elle est confinée. Et enfin, le manager, ça reste, je l'ai mis en dernier parce que c'est souvent au premier qu'on pense, le leader, le capitaine d'équipe, celui qui va prendre une décision et qui va l'annoncer en disant ok, on va par là et on ne va pas par là parce que c'est moi qui commande et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête et n'hésitez pas à présenter ces 5 rôles directement aux gens de manière à ce qu'ils comprennent aussi dans quelle démarche vous êtes vis-à-vis d'eux. Ok ? J'ai des cas typiques que vous allez ou que soit vous avez remarqué, soit que vous êtes en train de traverser. C'est en premier la personne qui va trop bosser. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se mettre à travailler et vous allez voir, vous allez commencer à recevoir des emails à 19h, elle va vous appeler à 21h ou entre midi et 2, vous allez voir qu'elle n'est pas déconnectée et puis qu'elle continue à travailler, à vous envoyer des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait hashtag boulot, maman, gardien de prison, cuisinière, géo, femme de ménage. Bref, on a souvent ça aujourd'hui sur des profils féminins, mesdames. Vous êtes plus qu'impliqués dans vos travail et dans vos travaux et ça, vraiment bravo. Mais il faut faire très attention en tant que manager parce que ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une personne qui va se fatiguer sur la durée. Et si elle se fatigue, il y a un moment ou un autre, elle va se décourager. Dès l'instant où elle va se décourager, vous ne pourrez pas rattraper la situation comme vous le voulez. Il y a aussi un profil, voilà, ça, celui-là, c'est celui que je préfère. C'est celui qui ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Donc, il part du principe que c'est de ta faute. Donc, son ordinateur ne marchera pas. La connexion Zoom, ça ne marche pas. De toute façon, Zoom, ce n'est pas bien, il faut utiliser autre chose. Et puis, de toute façon, on n'a pas anticipé le confinement. Donc, du coup, il n'a pas les éléments pour travailler, etc., etc. Ça, c'est typiquement des cas qu'il va falloir traiter à part des autres. Si jamais vous voulez les traiter dans le groupe, vous allez avoir 2 risques. Soit, entre guillemets, une ostracisation, c'est-à-dire qu'il va faire étoile filante, il va être carrément éjecté du groupe et vous n'arriverez pas à le rattraper. Soit, la personne va être complètement, comment dire, elle va devenir un contre-pouvoir pour vous. Et du coup, vous pouvez avoir d'autres personnes, au lieu d'avoir un matou, vous allez avoir une meute de matous qui vont dire « Ouais, c'est vrai, on n'a pas ci, ouais, c'est vrai, on n'a pas ça, mais comment on fait? Mais c'est pas possible. » Et là, du coup, vous allez vous retrouver à gérer une crise qui ne sera pas gérable en elle-même à distance. Faites très attention à ça. Donc, comme c'est la Casa des Papel, hein, j'ai repris des images de la Casa parce que voilà, c'est rigolo. Et donc, du coup, cet acteur-là a un personnage qui tourne tout à son propre intérêt. Donc, faites très attention, notamment au flux d'informations. Faites très attention que le reporting ne passe pas que par une personne. Faites gaffe aux nœuds gordiens, comme on dit. Faites très attention aussi à ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui commence à attirer de la data ou de l'info et qui n'agrège pas des infos auxquelles il n'a pas normalement de raison d'avoir accès. Ou alors qu'il ne commence pas à se mêler, entre guillemets, de sujets où techniquement, avant, il n'y avait pas accès, on ne lui demandait pas son avis sur le sujet. Pourquoi est-ce que maintenant, il donnerait son avis sur le sujet? C'est très important parce que ça veut dire qu'après le confinement, si vous laissez faire, vous allez vous retrouver avec un groupe qui va être ingérable. C'est-à-dire les gens vont avoir pris des largesses, vont avoir pris des habitudes. Il va être très compliqué de détricoter ces habitudes. OK? Et dire, bah oui, mais c'était comme ça, mais c'était avant, maintenant c'est différent. Vous allez avoir des braquages. Et si vous avez des braquages, vous risquez de perdre des collaborateurs en route. Et si vous perdez des collaborateurs, eh ben, vous perdez des compétences. Donc, faites très attention à ça. Le cas le plus compliqué à gérer lorsque l'on veut gérer une équipe en confinement, c'est l'hyper-expert. Pourquoi? Parce que l'hyper-expert va partir du principe qu'on ne va pas lui apprendre les choses, on ne va pas lui apprendre la messe et donc il fait que ce qu'il veut, comme il veut et au rythme qu'il veut. Ça, vous allez le détecter tout de suite si jamais quand vous commencez à parler de son boulot et qu'il vous répond « Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait ». Le problème, c'est que si vous le laissez commencer ça, ça veut dire qu'après le confinement,
ça va être une horreur, ça va être un massacre. C'est-à-dire qu'il va revenir, déjà qu'il ne vous écoutait pas beaucoup avant, là, il ne vous écoutera plus du tout. OK? Donc, faites super gaffe à ça parce que c'est des gens où il va falloir que vous les quadrilliez autrement ou que vous ayez une autre approche stratégique managériale vis-à-vis d'eux. J'ai regardé les phases psychologiques du confinement parce qu'au début, avec Céline, on se demandait si ce n'était pas les phases d'un deuil. En fait, pas du tout. Il y a 5 phases. Donc, je vais vous les expliquer un petit peu. Vous voyez aussi ce que peut croiser ou ce que peuvent traverser les gens que vous encadrez. La première phase, c'est la phase dite de survie. C'est la phase d'adaptation au nouveau mode de vie. Donc, souvent, les gens ont une petite crise de panique, ils dorment mal, etc. Les gens sont très dans la réaction. Donc, ils vont être captés par les news. Ils vont vous regarder, ils vont dire oui, oui. En fait, à côté, ils ont la page LCI ou ils vont aller surfer sur Facebook ou autre pour obtenir un maximum d'informations et essayer de se faire une croyance, se forger une croyance vis-à-vis d'un événement. C'est super compliqué pour vous parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne vous écoutera pas. Ça veut donc dire qu'il va falloir vous processer un maximum les choses pour essayer de les faire rentrer dans des moules. OK, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, tu bosses, etc. etc. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que si la personne est en télétravail, elle n'est pas en télévacances. Le contrat de travail perdure avec des horaires de travail, avec des responsabilités, avec un lien de subordination. Et ça, faites très attention à le faire respecter, ce lien de subordination. J'avais un DRH, Daniel, qui disait que l'entreprise est tout sauf une démocratie et que le contrat de travail est assorti d'un lien de subordination. Et il a raison. Et a fortiori, en confinement, faites très attention à ça, de pouvoir vraiment cadrer les choses pour que ça ne parte pas en sucette après. Après, on a la phase 2 qu'on appelle la phase de sécurité. En fait, cette phase, la personne va s'habituer progressivement au mode de vie. Du coup, vous allez voir, elle va commencer à baisser ses défenses. Si jamais vous commencez à l'approcher, à discuter avec elle, il va vous dire que ouais, tiens, j'ai rangé mes placards, tiens, j'ai retrouvé, tiens, je me suis remis à la peinture, je me suis remis à la lecture. Oui, tiens, tu avais raison, ce bouquin, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, etc., etc. Ça peut vous dire, tiens, lui, il est dans la phase 2. La phase 3, elle est considérée comme une phase d'appartenance. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que la nouvelle normalité s'installe. Faites très attention à ça parce que là, il va prendre des habitudes ou elle va prendre des habitudes pour gérer son temps, jongler entre vie de travail, vie de famille, installer un rythme. Il faut faire très attention parce que c'est le moment où le boulot, en fait, soit va se remplir de vide, soit va être complètement écrasé par les autres vies. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que vous soyez attentif à cette situation de manière à vraiment contrôler toutes les dérives possibles que vous pouvez avoir à ce propos ou à ce sujet. D'accord ? Après, on a la phase 4, c'est la phase de l'importance. Donc, une fois qu'il a tout traversé, c'est déjà pas mal, hein, il se rend compte qu'il y a beaucoup de changements dans sa vie en très peu de temps. Il s'agit du coup pour lui de mettre à profit une transformation potentielle. Vous sentez venir le risque ou pas là ? Donc, soyez bien attentifs aux nouvelles idées qu'il pourrait avoir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir avoir une dichotomie entre le pro et le perso au niveau de vos échanges avec lui ou elle. C'est essayer de détecter quelles peuvent être ses idées, notamment sur son avenir, son futur, tout ça. Si jamais il commence à vous en parler, laissez-le parler parce qu'il est peut-être en train de vous dire qu'après le confinement, la première chose qu'il va faire, c'est regarder ailleurs. D'accord ? Je sens que j'ai pété l'ambiance, c'est pas grave. La phase 5, c'est la phase d'auto-actualisation. Donc là, vous allez avoir, on n'y est pas encore, hein, mais j'espère qu'on va y arriver vite parce que la panique ambiante et le nombre de nouveaux cas va commencer à baisser, c'est ce qu'on espère tous. Hein. Donc la vie va s'ajuster lentement à une nouvelle norme. Faites très attention parce que vous allez voir deux choses. Vous allez avoir une fatigue par rapport à la situation. Genre, ouais, j'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte que ça se termine. Et deux, il a tellement hâte que ça se termine que quand il va revenir, il ne va pas voir qu'il aura ou qu'elle aura changé. Et donc, il va peut-être mettre en place des systèmes ou des mécaniques que vous ne lui connaissiez pas avant. Deuxièmement, faites très attention aussi à sa fatigabilité. C'est-à-dire quand on change de rythme, on est fatigué. C'est pour ça qu'au début, sur les 2 premières phases, vous avez peut-être vu vos collaborateurs être fatigués, beaucoup dormir ou mal dormir. Et bien là, quand ils vont revenir au bureau, vous aurez le même phénomène. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mal dormir ou à trop dormir, à être fatigués. Oh, la route, ça me fatigue. Faites très attention parce que la route, ça me fatigue. Et le lien, la distance entre le boulot et pro et le perso, c'est l'une des raisons de changement de vie professionnelle. D'accord ? Donc, faites super gaffe à ça parce que c'est autant de risques pour vous. Excusez-moi.
Emmanuel, Règle de base. Oui. j'ai des gens qui posent des questions et notamment une des questions qui est arrivée, c'est est-ce que tu donnes un peu plus de détails sur les cas qui sont un peu typiques là, dont tu parlais précédemment et sur On les reviendra. choses à mettre en place auprès de ces cas typiques? En fait, je vais vous filer des outils et après, on pourra, si vous voulez, revoir les différents cas et on va les drafter par rapport aux outils que je vais vous donner. Très bien, merci. Voilà, monsieur. Donc, n'oubliez pas une chose. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Casa des Papel parce que c'est vraiment un bon exemple. En clair, le barbu avec les lunettes et le casque en train de jouer aux échecs, il est à l'extérieur de la banque et vous avez la bande de braqueurs qui est à l'intérieur de la banque. Et en fait, il ne communique que par téléphone. C'est pour ça que je dis que c'était un bon exemple. Et il y a un truc qui est très bien dans cette série, c'est qu'on voit bien qu'entre deux coups de fil, la situation peut changer du tout au tout. Donc faites très attention à ça. C'est quand vous ne les avez pas au téléphone, quand vous ne les voyez pas, tout peut changer. Et quand je dis que tout peut changer, ça peut aller du tout au tout. Vous pouvez avoir tout à coup une démotivation que vous n'allez même pas voir venir. Et vous n'allez pas la voir évoluer, mais elle va tout à coup apparaître. Et quand elle apparaît, bah, c'est trop tard, entre guillemets, pour pouvoir la gérer sans conséquences difficiles à gérer. La gestion du temps, faites aussi très attention à ça. La gestion du temps, quand elle commence à dériver au niveau de vos collaborateurs, c'est soit qu'eux sont dans une mauvaise période, soit c'est vous qui avez mal organisé le travail. Les gens peuvent aussi se lasser. On verra tout à l'heure comment on peut répondre à ça. Autre problème, c'est que, vous savez, quand on est dans un espace de coworking, quand on est au bureau, on est en train de bosser, on voit les autres collègues qui se lèvent, qui vont faire leur pause, il y en a un qui rentre, qui discute, etc., etc. On voit le temps passer. Et on va avoir des rites ou des habitudes de discussion, on va avoir des habitudes pour s'arrêter de bosser. Le problème quand on est à la maison, hein, quand on est en train de bosser, c'est qu'on ne voit pas le temps passer, donc du coup, on est capable d'aller beaucoup trop loin dans son boulot. Beaucoup trop loin, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de phase de repos. Si on n'a plus de phase de repos, on va avoir une surcharge de travail qui va se créer, une sensation, et puis ensuite, c'est une réalité. Et après, on peut aussi passer trop de temps sur des sujets. C'est la loi de Pareto, 20% du boulot, 80% du résultat. Et très très vite, si vous ne gérez pas le temps de vos collaborateurs, si vous ne vous assurez pas qu'ils ne passent pas trop de temps sur les sujets, les gens ils vont faire 80% de plus de temps pour même pas 20% de gain. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment ça marche, je vous propose un outil de diagnostic. Bon, ce n'est pas de moi, hein, je vous rassure. Hein, c'est pas, voilà, ça, vous pouvez le trouver. Mais l'important, c'est surtout de voir comment cette méthode elle peut être projetée sur le confinement. Donc, le premier sujet, c'est un diagnostic du niveau de compétence des collaborateurs. On va avoir découvre, débute, maîtrise et domine. Tu vois, ça, c'est 4, c'est facile. Attention, quand je dis niveau de compétence, on est bien en train de parler de compétences professionnelles. Donc, on est sur du savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. C'est-à-dire que moi, je peux être très compétent sur un sujet et une quiche finie sur un autre. D'accord ? Ça veut donc dire que je ne vais pas être en domine partout, je vais être en domine sur une partie de ma fonction, mais sur une autre, je vais être en découvre. C'est hyper important que vous ayez bien ça en tête parce que tout à l'heure, je vous parlais du super pro qui en fait qu'à sa tête. Et le super pro, il peut être effectivement super pro sur un sujet, mais pour la partie organisation du travail chez soi, ne pas savoir le faire. Tout simplement parce qu'il n'a pas été conduit à le faire. Et donc, du coup, on va être face à quelqu'un qui va débuter sur ce sujet. De même, vous connaissez l'expression « on ne force pas un âne à boire ». Et bien là, c'est pareil. C'est que la motivation est un critère fondamental de l'appréciation de l'autonomie du collaborateur. On va avoir une motivation très faible, faible, modérée ou forte. OK ? C'est important, c'est-à-dire que si la personne est vraiment très, très motivée et qu'elle n'a pas forcément les compétences, elle est capable d'aller agréger des compétences ailleurs, les acquérir pour ensuite pouvoir développer et obtenir son boulot. Maintenant, quelqu'un qui a les compétences mais qui n'a absolument pas envie de faire le boulot, vous pouvez toujours ramer pour qu'il fasse un travail de qualité et surtout qu'il lui fasse plaisir. Ça, on reviendra tout à l'heure aussi sur le plaisir, c'est important. Donc, vous voyez qu'on peut cartographier les collaborateurs au travers de, grosso modo, 4 catégories. On aura une autonomie très faible. Soit la personne ne sait pas faire, soit la personne ne veut pas faire, pour résumer. Une autonomie faible, où la personne est capable de commencer à agréger, à comprendre des choses, à développer, et puis son degré de motivation augmente. On va avoir une autonomie modérée, où là, on est quasiment sur quelqu'un qui est autonome en termes de boulot, mais qui a vraiment envie de progresser. Et puis, on a l'autonomie forte, entre guillemets, la personne, elle sait faire, c'est son boulot, elle est capable de s'auto-évaluer et surtout de dire « Ah, j'ai quand même bien bossé sur ce coup-là ». Ça, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui est en autonomie forte. Et donc, du coup, on va pouvoir engager ce qu'on appelle un management situationnel.
Management situationnel, je vous explique ce que c'est. En fait, on va avoir deux axes. Le premier, peu relationnel, très relationnel, à l'horizontale. Le deuxième, ah ouais, j'ai la souris, c'est cool. Vous la voyez, ma souris, ou pas? Ouais, cool. Et le deuxième, axe peu organisationnel, très organisationnel. Vous voyez que ça sépare donc l'espace en 4 parties. Et donc, on aurait 4 outils managériaux différents. OK. Le premier, c'est le management directif. Le meilleur exemple que je connaisse de management directif, c'est voilà, c'est le sergent artilleur Hartmann de Full Metal Jacket. Pourquoi? Parce qu'il ne te demande pas ton avis, il te demande de faire des pompes, tu fais des pompes. Point barre. OK. C'est important parce que, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des pompes en télétravail à vos collaborateurs, hein, faut pas, voilà, il n'y a que à la terrasse où il faut faire ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, il y a un moment, je te demande de faire quelque chose, je ne te demande pas ton avis pour le faire. Je veux que tu le fasses. C'est mon rôle à moi de manager. Il y a un lien de subordination, comme je t'ai expliqué. Tu fais ça, tu fais ça. Typiquement, quand vous fixez l'ordre du jour de certaines réunions ou quand vous dites la réunion elle est à 14h30 mardi, la réunion elle est à 14h30 mardi. Le deuxième management qu'on peut suivre, ça va être le management persuasif. Donc là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est le major Greg Papy Boyington. Lui, entre guillemets, c'était voilà, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été prendre des mecs en prison. Il en a fait l'une des escadrilles les plus décorées de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en termes de management, je pense que ouais, lui, il peut nous en raconter des belles. Et on est dans le management persuasif. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur je te demande de faire ça et fais-le, sinon ça se passe mal. On en est sur écoute, j'ai besoin que tu fasses ça et je t'explique pourquoi. Vous voyez la différence? C'est toujours à l'initiative du manager. Hein. C'est toujours j'ai besoin de, mais je t'explique pourquoi. Alors que l'autre, c'était juste voilà, on fixe la réunion à 14h30 mardi, point barre. Si on va un petit peu plus loin, entre un management très relationnel pour le coup et peu organisationnel, on va obtenir ce qu'on appelle un management participatif. Alors bon, j'ai mis la photo de lui parce que voilà, il est très très dans le relationnel, le garçon, et je pense que voilà, il doit être aussi organisationnel, mais il ne le paraît pas. On est vraiment dans la communication et le management, c'est aussi une grande histoire de communication. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais ça va le coup d'en reparler. Donc dans le management participatif, on est plus sur comment dire, la démarche, ça va être qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense qu'effectivement, on devrait faire ça. Ah, d'accord, ok. Et tu le ferais comment? Ah, ok, d'accord. Ça veut donc dire qu'en fait, l'initiative vient du collaborateur et le manager est plutôt là pour accompagner. Vous voyez, la réflexion du collaborateur, le faire grandir en le faisant réfléchir, c'est un petit peu une démarche de coaching puisqu'on est vraiment quasiment sur de la maïotique, mais on est vraiment là pour avancer, pour faire avancer le collaborateur, qu'il fasse son propre chemin parce que le but du jeu, à terme, c'est de l'emmener sur du management délégatif. Et le management délégatif, c'est presque le management de la chaise vide parce que c'est-à-dire que la personne est capable de dire ok, tiens, ça je le fais, je le prends. Allez, tiens, dans 3 jours, je vous fais un webinaire et je vous explique le truc parce que je sais, j'aurai maîtrisé et je pourrais vous l'expliquer. Ça, c'est typiquement du management délégatif. OK. Et donc, si on regarde bien, si on met l'un par-dessus l'autre, on va se retrouver avec toujours nos autonomies de collaborateurs qui sont là. Vous savez, autonomie faible, très faible, faible, modérée et forte, avec des objectifs. Le rôle du manager, excusez-moi, c'est dans le premier, pour très faible, c'est mobiliser. En clair, tu te réveilles et c'est comme ça. Et voilà. Dans l'autonomie faible, on va associer. Dans l'autonomie modérée, on va responsabiliser la personne pour qu'elle puisse grandir en avançant sur son boulot. Et puis enfin, l'autonomie forte, on va pouvoir l'aider à se structurer au niveau de sa réalisation et de ses performances. Et bah, du coup, c'est cool parce que ça va nous permettre on va se rendre compte qu'on peut directement coller les typologies de management sur ces autonomies détectées. OK? C'est clair ou pas? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je fais une petite pause exprès pour voir si ça vous cause. Ça veut donc dire, si on remonte sur les cas de tout à l'heure pour répondre à votre question, on avance. Boum. Les cas typiques. Celle qui bosse trop de boulot, maman, gardien, tout ça. En fait, c'est quelqu'un, on va être sur un management qui est comment à votre avis? On est donc sur quelqu'un qui est, comme ça on voit, à un niveau de maîtrise ou domine de son boulot, d'accord, de sa fonction même. Par contre, c'est quelqu'un qui est débordé. Donc, c'est quelqu'un qui, en termes d'organisation de travail, ok, est pas au niveau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va découvrir ou qui va débuter cette fonction, cette interaction du travail à la maison. Et comme c'est quelqu'un qui bosse trop au boulot, maman, gardien, c'est aussi quelqu'un qui est surmotivé. Donc, en clair, vous êtes en train de, si vous ne réagissez pas, vous êtes en train de créer les conditions d'un burn-out.
Je suppose que si vous managez, vous en avez dans vos équipes, vous le sentez venir, ça ne va pas, il y a des moments ça va, bref. Là, typiquement, il va falloir que vous fassiez très attention parce que vous allez avoir des sujets où vous allez être dans le directif en disant écoute, non, tu te déconnectes à 18h et tu arrêtes de bosser à 18h, point. Sinon, ça ne va pas le faire. Et sur d'autres sujets, il va falloir la responsabiliser ou lui faire plaisir en la reconnaissant sur les mérites qu'elle a et sur le travail qu'elle accomplit. Et entre les deux, donc là, vous avez le management du coup directif et management participatif. Et entre les deux, il va falloir avoir une zone un petit peu floue. On va la laisser, entre guillemets, s'organiser comme elle veut. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, comment est-ce que tu voudrais t'organiser? Parce que j'ai bien compris que tu as des impératifs familiaux. Comment est-ce que tu voudrais t'organiser? Le but du jeu étant de co-construire ensemble l'organisation. Co-construire, ça ne veut pas dire que vous allez être faible et qu'il fait que ce qu'il veut. Hein, d'accord? Mais on est bien là pour co-construire, pour que la personne que vous êtes en train de manager sur le sujet, comment dire, agrège et surtout adhère au projet, puisque là, votre rôle, ça va être de fédérer pour le coup. Celui qui ne comprend pas pourquoi, donc c'est ta faute, ça c'est typique. C'est donc quelqu'un qui, ne veut pas, parce qu'il ne veut pas se remettre en cause. S'il se remet en cause, tu comprends, ça veut dire que c'est lui qui n'est pas bon, donc il ne va pas être d'accord. Et 2, il ne maîtrise pas. Alors là, attention, parce que là, vous avez 2 pièges. Le premier, lui faire comprendre que c'est lui qui ne veut pas, il risque de se braquer. Le deuxième piège pour les managers, c'est de se dire, OK, je vais lui donner un maximum d'infos, comme ça, il va me foutre la paix, et puis du coup, il va monter, il va comprendre. Faites très attention à ça, c'est toujours de la communication managériale. Le problème, c'est quand on explique quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas ce que vous allez lui expliquer qui compte, c'est ce qu'il va comprendre. Et je suis désolé, surtout quand on est entrepreneur, les chiffres de votre boîte, c'est peut-être pas la peine de les communiquer à tout le monde. Parce que vous pouvez dire, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, on peut tenir jusqu'à septembre. Lui, ce qu'il comprend, c'est qu'en septembre, on liquide. OK? Donc, faites super gaffe à ça. Quand vous transformez, quand vous donnez des infos, qui a accès à l'info et qu'est-ce qu'il peut faire de l'info? Partez du principe que toujours, il va comprendre l'opposé. D'accord? Et vous dites A, il va comprendre B. Normal, forcément. Donc, faites très attention à ça pour pouvoir le gérer. Ça veut donc dire que les cas typiques comme ça, à un moment, celui qui dit bah ouais, ça va pas, c'est de ta faute, il y a un moment, il faut lui dire le patron, c'est moi, et de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Même si vous êtes en confinement, même si vous êtes en télétravail, vous avez toujours votre autorité. Si vous avez peur de vous servir de votre autorité, ça veut donc dire que vous allez commencer à baisser en autorité. Si vous baissez en autorité à un moment ou à un autre, votre rôle de manager et donc de leader, donc le rôle de capitaine d'équipe qu'on a vu tout à l'heure, risque de s'effacer. Et là, ça va devenir compliqué pour vous après. Parce qu'on est bien d'accord qu'on parle de management confiné, mais il y a le après-confinement. Il va falloir vraiment avoir une autre politique. On pourra en reparler, si vous voulez, ultérieurement, de comment est-ce qu'on gère après le confinement. Ceux qui profitent, le cas typique, le mec qui pense qu'à son intérêt, le meilleur moyen de le contourner, c'est de l'entraîner sur un autre intérêt. C'est un petit peu de la manipulation, mais c'est intéressant. C'est de le mettre soit en relation avec un super compétent, donc voilà, le cas typique de l'hyper-expert. Et l'hyper-expert va se faire un plaisir de former le mec qui pense qu'à lui. Parce que du coup, en le formant, en l'accompagnant, l'autre, pour pouvoir montrer qu'il a bien compris, parce que c'est son intérêt de se valoriser, il va forcément commencer à avoir un travail productif pour votre équipe, parce que je vous rappelle qu'à la base, manager, c'est faire bosser les autres pour obtenir un résultat collectif. L'hyper-expert, super compliqué parce qu'il faut vraiment vous assurer. Donc, il y a un moment, vous allez peut-être devoir, entre guillemets, monter sur le bidon et expliquer que c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes en total délégatif, comme par exemple, gérer celui qui pense qu'à lui. Et d'un autre côté, sur l'organisation, par contre, vous allez être impératif. C'est-à-dire que, comme je disais, la réunion, c'est 14h30, c'est 14h30 et tout le monde est là. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Si, ça, c'est comme ça qu'on fait. Ton métier, c'est ton métier. Mon métier, c'est mon métier. Je respecte tes compétences, respecte les miennes, parce que de toute façon, c'est le contrat de travail que tu as signé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je poursuis sur ce qu'on se disait, parce qu'il y a 2-3 thèmes que je voulais voir avec vous. Excusez-moi. Hop. On a parlé de réunions de travail, on parle d'outils, Zoom, etc., etc. Moi, il y a un truc que je veux remettre en avant, c'est le perso. Pourquoi ?
Parce que c'est ballot, mais on n'y pense pas. Mais quand on va au bureau, on voit des gens. Ces gens-là, on va avoir des échanges avec eux, on va discuter avec eux. C'est ce qu'on appelle une interaction sociale. Cette interaction sociale, elle porte pas mal de choses en elle. On va avoir des affinités humaines, on va aussi avoir des valeurs humaines et des valeurs d'entreprise. On va aussi avoir un management, une approche, une dynamique, une façon de parler propre à l'entreprise. Ça, c'est constitutif de ce qu'on appelle la marque employeur. D'accord ? Ça veut donc dire que s'il n'y a pas d'interaction sociale, quelque part, on a un effacement de la marque employeur. C'est important, du coup, de conserver cette marque employeur. Le seul moyen de conserver cette marque employeur, c'est au travers d'événements comme le café, par exemple, à la terrasse. Merci Charles. Tous les 2 jours, à 14h30, on se retrouve entre coworkers et on se prend un café. Ils ne sont pas tous là. Pourquoi ? Parce que c'est informel, ce n'est pas une réunion de travail. Mais ceux qui sont là sont contents de retrouver les autres et on retrouve des choses qui ne sont pas professionnelles, mais qui sont constitutives de l'ambiance professionnelle et de ce qui fait une équipe humaine. Okay ? Ça va être les tiens, comment tu vas ? On va demander des nouvelles des proches. Va toujours y avoir celui qui fait des blagues stupides qui ne va pas pouvoir s'en empêcher d'en faire une. Mais cette blague stupide, même si elle n'est pas drôle, ce n'est pas grave. Ça fait rappeler, si elles sont drôles, mes vannes, ça fait rappeler que la boîte, elle est toujours là, que l'équipe est toujours là. C'est important de retrouver les gens au travers de ce qui nous fait y penser le plus. D'accord ? Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez 2 approches de vos collaborateurs. Une approche professionnelle, purement pro. On va être assez dans le technique, assez froid parce qu'il faut qu'on aille vite. Et une réunion téléphonique, si on ne la cadre pas, ou une réunion en visio, si on ne la cadre pas, ça peut très vite dériver. Et une autre, où là, il va falloir qu'on préserve la cohésion à tout prix du collaborateur au travers notamment du perso. OK ? Ne bougez pas. Ensuite, ça veut donc dire que pour vous équiper, c'est pour ça sur la photo à droite, c'est plein de téléphones. En fait, ils ont chopé tous les téléphones de tout le monde pour savoir ce qui se passe. Organisez-vous, ayez un suivi pro de vos collaborateurs. Ça, normalement, vous savez le faire parce que même quand ils n'étaient pas confinés, normalement, le manager suivait à peu près le pro. Ajoutez un suivi perso. Vous vous rappelez les 3 vies dont je vous parlais tout à l'heure ? Intime, pro, perso. Ces 3 vies-là, ça doit être le sujet que vous abordez avec vos collaborateurs lorsque vous les appelez pour l'entretien personnel. D'accord ? Notez bien le nombre d'appels que vous faites par collaborateur et vérifiez bien que vous êtes ISO. S'il y en a un qui fait 80% de ses appels perso, vous prend 80% des appels perso, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et le problème du déséquilibre de l'un, c'est qu'il peut vous cacher les déséquilibres des autres. Donc, faites très attention à ça. Gardez bien l'équilibre par rapport à ça. Donc, dites-vous qu'un appel perso, c'est au moins 1 fois par semaine. Appelez la personne en dehors du boulot en disant OK, enfin en dehors du boulot, sur les heures de boulot, il ne faut pas rigoler, mais OK, vas-y, parle-moi de toi, comment ça s'est passé cette semaine, etc., etc. Et vous échangez à titre perso, d'accord ? On n'est pas en train de se mêler de sa vie privée, on n'est pas en train de, etc., etc. On est juste en train de remplacer l'interaction sociale qu'on n'a plus du fait qu'on n'est pas ensemble dans le bureau, d'accord ? Ou qu'on ne les croise pas dans l'open space ou à la machine à café. Faites très attention donc, du coup, aux zones de risque qui peuvent apparaître. Donc, faites très attention aux signaux faibles qui peuvent se répéter. N'hésitez pas à poser des questions, à revenir sur des sujets avec eux pour vraiment être capable de comprendre ce qui se passe. Ensuite, comme vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous n'êtes pas capable de faire 24 choses en même temps, un des bons biais là-dessus, c'est de favoriser des interactions entre eux et donc de donner des travaux de groupe. C'est tout bête, mais demander aux gens d'échanger ou de travailler ensemble ou de mettre sur la table, on dit tiens, c'est le confinement, tiens, si on en profitait pour revenir là-dessus, c'est un truc peut-être un peu annexe, qui n'est peut-être pas d'une urgence folle, mais par contre, ça peut permettre aux gens de bosser dessus ensemble. S'ils bossent dessus ensemble, ça veut dire qu'il va y avoir des interactions ensemble sans que vous soyez forcément contraint d'y assister, avec des travaux de restitution qui vont en même temps pouvoir permettre d'avoir un rythme différent du boulot. Okay ? C'est intéressant parce qu'on va en reparler tout à l'heure avec un principe qui est le principe de Parkinson et qui est super intéressant à développer, mais il faut que je fasse gaffe à l'heure. Et enfin, formaliser l'informel. Genre le café à 16h, vous pouvez dire, tiens les mecs, réunion Zoom à 16h, on se prend tous un café ensemble parce que c'est important. Principe de Parkinson, c'est hyper important. Parkinson, il a fait une loi, c'est un sujet. Il est parti de la loi de la dilatation des gaz et il s'en est rendu compte principalement dans des administrations.
C'est quoi? C'est le principe que le gaz remplit le vide. Eh bien, faites gaffe parce que si vous donnez un boulot à quelqu'un à faire en 2 heures, il va le faire en 2 heures. Si vous lui donnez le même boulot à faire en 8 heures, vous savez quoi? Il sera fait en 8 heures. Donc, faites très attention à ça. Euh, Quand les gens disent ah mais je suis débordé, etc., n'oubliez pas, regardez quand même le temps qu'il aurait pu mettre en vrai dans l'entreprise pour le faire. Ça ne veut pas dire que les gens vont avoir la même puissance de travail entre le domicile et le bureau. Très honnêtement, on doit avoir une perte que je n'arrive pas à jauger, mais je pense qu'on est entre 20 et 30% entre le boulot et la maison. D'accord? Pas en termes de qualité, mais en termes de rapidité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des sollicitations externes ou alors on va s'écouter. Et puis, on n'a pas le dynamisme des autres. La présence des autres qui bossent, naturellement, comme on ne l'a pas, ça commence à freiner nos compétences et nos performances. Donc, faites très attention à ça. Et donc, surtout, le plus important, ça c'est une slide qui vous résume à peu près tout. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Non? D'accord. Ok, je vais la développer alors celle-là. C'est l'ikigai. Faites super gaffe à ça parce que c'est votre rôle à vous de manager. C'est toi, manager, tu vois, c'est ton rôle à toi. Il ne faut pas que tu la rates celle-là. L'ikigai, c'est assure-toi bien, surtout que tes collaborateurs qui sont en confinement, ils font quelque chose qu'ils aiment, quelque chose pour lesquels ils savent qu'ils sont doués, un truc qu'ils ont compris quand même qu'ils étaient payés pour le faire et surtout que ça a une utilité dans l'entreprise. Donnez surtout pas l'impression de filer un truc en disant hey, t'as qu'à faire ça, ça t'occupera. Surtout pas. Je vous jure, c'est pas bon. D'accord? Il vaut mieux lui dire écoute, reviens dessus, tiens, ton truc, dossier, là, tu veux pas qu'on en parle? C'est hyper important. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir grandir. Et surtout pas donner des choses qui servent à rien. Je vous invite à regarder l'ikigai. Dès l'instant où vos collaborateurs font bien quelque chose qu'ils aiment, pour lesquels ils sont doués, pour lesquels ils sont payés, pour lesquels ils aiment, on est sur une zone d'équilibre. Et là, ça va leur permettre de traverser cette épreuve parce que c'est une épreuve qui est le confinement. Voilà. On m'a donné le temps et normalement, je suis pile poil sur ce temps-là. Donc maintenant, écoute, on avait prévu un petit peu de temps pour poser des questions et échanger. Donc, je vous écoute avant de repasser la parole à Charles. Ouais, d'accord. Alors en fait, je n'ai pas beaucoup de questions, donc si les uns et les autres, je pense que tu as été très clair, mais moi j'ai quelques questions quand même. Est-ce que tu penses que le management directif va pouvoir continuer à être exercé aussi fortement qu'il l'était avant crise, après cette crise du Covid-19? Ou est-ce que c'est plutôt le management participatif qui devra prendre le relais? En fait, le management, c'est des outils managériaux. C'est-à-dire que tu peux être en participatif sur un sujet et tu peux être en directif sur un autre. Là, le truc, c'est qu'on est dans une épreuve collective, un truc qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas facile à vivre. Imaginez un bateau, vous voyez les bateaux du XVIIIe siècle, là. Je vous invite à regarder Master and Commander, parce que vous avez un peu de temps. Vous regardez le film, vous allez voir quand ils sont dans la tempête, on n'est pas en train d'expliquer au mousse comment faire pour tirer sur le bout. Par contre, on lui dit de tirer sur le bout et c'est maintenant, c'est pas tout à l'heure, parce qu'autrement, le bateau il va se prendre une déferlante et ça va pas tenir. Et c'est bien ce rôle-là qu'il faut que vous ayez. C'est-à-dire que d'un côté, vous n'allez pas réexpliquer, vous n'allez pas réinventer l'eau tiède vis-à-vis de quelqu'un qui connaît déjà parfaitement le sujet. Par contre, pour l'organisation même du travail, il va falloir que vous ayez, vous, cette capacité à donner un ordre, parce que c'est quand même vous qui décidez des choses et que, comme on est en environnement contraint, vous n'allez pas forcément avoir la possibilité d'être trop friendly ou trop à l'écoute. N'oubliez pas, si vous êtes trop à l'écoute de certaines choses, c'est-à-dire que si vous demandez trop l'avis aux gens, les gens, ils ne vont pas penser que vous êtes forcément aware et que vous avez envie d'écouter les gens, ils vont plutôt penser que vous ne savez pas où vous avez envie d'aller. Et ça, c'est super dangereux. Alors c'est bien parce que j'ai posé une question, il y a plein de questions qui arrivent. Y a-t-il des outils types pour faire le suivi des collaborateurs ou un simple tableau Excel par exemple? Et puis, voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, qui est un peu différente, c'est est-ce que c'est le bon moment pour former ses collaborateurs avec des MOOC par exemple? Pouf, pouf. Alors, les outils types, tu peux utiliser un tableur Excel, il n'y a aucun souci. Sinon, tu peux utiliser HubSpot, qui est un logiciel de prospection. Et là, du coup, ça va te redire, tiens, il faut que tu appelles un tel, il faut que tu appelles un tel. Et quand tu arrives sur la fiche de quelqu'un, tu as l'historique de cette personne. Faites attention quand même à ce que vous allez marquer dedans, mais ça peut être un outil pour vous accompagner. Moi, très honnêtement, Excel me suffit amplement sur le sujet. Deuxièmement, pour ce qui est de former les collaborateurs, c'est une super idée.
c'est aussi une super idée pour impliquer les collaborateurs dans la formation des uns des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un se forme, c'est-à-dire que nous, par exemple, en interne, on a quelqu'un qui se forme, et ben, elle anime des MOOC auprès des autres collaborateurs pour transmettre du savoir-faire ou pour pouvoir restituer ce qu'elle a appris. N'oubliez pas une chose de base, c'est que quand on explique quelque chose à quelqu'un, eh ben, on se forme soi-même sur le sujet beaucoup plus qu'en étant formé simplement. Donc ça, c'est un super outil et pour former et aussi pour agréger, fédérer et monter en compétence l'ensemble des collaborateurs. Alors, il y a des questions qui sont plus sur le comportement, la façon de poser des questions. C'est comment faire pour comprendre l'humeur de la personne sans la voir, mais aussi sans la harceler de questions sur comment tu te sens ou le ça va traditionnel qui peut être posé habituellement. C'est rigolo parce que vous ne posiez pas la question quand vous preniez un café avec. Et on doit être au même niveau. C'est-à-dire que vous ne devez pas être plus intrusif ou moins intrusif. Mais vous êtes le manager, donc normalement, vous devez avoir une interaction sociale avec vos collaborateurs. Et c'est cette interaction sociale qu'il faut que vous retrouviez. C'est pour ça que je ne vous dis pas de l'appeler tous les jours non plus, mais une fois par semaine, ça, ouais, comment ça se passe? Bon, toi, le confinement, alors, tu le sens comment, machin? Et vous allez parler. Et n'hésitez pas à ce moment-là à parler un petit peu de vous. Attention, hein, ce n'est pas non plus le confessionnal, mais n'hésitez pas à parler un petit peu de vous. En disant, ah, au début, je n'arrivais pas à dormir, je ne sais pas toi, tu n'as pas traversé ça, sachant que vous avez, vous savez, les 5 étapes, les 5 phases pardon, du confinement où la personne, vous savez qu'elle va revenir dessus. L'important, ce n'est pas tellement les phases qu'elle traverse, c'est comment elle le vit. OK? Et ça, du coup, c'est super intéressant de discuter avec eux. Demandez-lui, tiens, en fait, est-ce que tu as d'autres interactions avec d'autres? Parce que on est d'accord qu'au bureau, on a toujours des affinités dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il y en a avec qui on va parler, d'autres avec qui on va moins parler. Ceux qui se parlaient avant, est-ce qu'ils continuent à se parler maintenant ou pas? Est-ce que ce n'est pas le moment de leur dire, tiens, ce serait bien que vous nous fassiez un travail sur tel sujet, ou tiens, ce serait bien qu'on intervienne sur tel sujet auprès des autres, pour justement favoriser une reprise de contact entre les deux. Une autre question de Valérie, c'est que peut-on faire quand le collaborateur part en burn-out, en plus à distance, donc c'est compliqué, et quels sont les signaux qu'on peut éventuellement identifier à distance? C'est-à-dire quand il est en burn-out ou quand il va partir en burn-out? Quand il part ou avant de partir en burn-out, est-ce qu'il y a des signaux Ouais, tu vas le voir. qu'on peut voir? Il y a plusieurs choses. Tu peux avoir des phénomènes de ras-le-bol, notamment pendant les. Ouais, à quoi ça sert de toute façon? Ouais, non, j'ai pas fini. Ouais, de toute façon, mais je vois pas pourquoi. On va avoir beaucoup de questionnements, pas tellement sur la boîte, mais plutôt sur soi. Mais à quoi je sers? Finalement, c'est peut-être pas ça ma vie. Tout ça, c'est des éléments qui vont être compliqués et qui vont être détectables. Vous pouvez avoir soit une augmentation du travail de taré, c'est-à-dire qu'avant, il vous livrait, je sais pas, 2 dossiers par jour. Là, il est passé à 5 dossiers. Donc au début, vous allez faire, ouais, il bosse bien, mais en fait, non, c'est un piège à con. Faites super gaffe à ça parce qu'il est peut-être en train de glisser. Et enfin, vous pouvez au contraire avoir quelqu'un qui va vous dire, non, mais je bosse vraiment au fond des choses, je vais vraiment au fond des choses. Et on est passé de 2 dossiers par jour à 1 par semaine, mais il était vraiment bien ce dossier. Faites super gaffe parce que c'est quelqu'un qui est parti dans une spirale descendante. Et ça, c'est autant de signes que. Si c'est une personne qui vit seule, c'est super compliqué à gérer. Si c'est une personne qui vit dans un environnement familial, n'hésitez pas à lui dire, tu sais quoi, tu avais bien bossé telle date, tu prends les 2 jours, ce week-end, tu te reposes, tu prends vendredi, et puis lundi, on ne s'appelle pas, tu prends du temps pour toi, et puis mardi, on se repasse un petit coup de fil, savoir comment tu vas. Mais il faut anticiper. Le problème, c'est que si vous n'anticipez pas, si vous subissez, là par contre, c'est une autre problématique et on ne peut pas la traiter sur le webinar, c'est trop long. Et c'est vraiment une problématique RH. Et là, ça devient un peu rock'n'roll. Est-ce que tu penses que cette période de confinement risque d'amener aussi une perte de sens auprès des collaborateurs avec ces fondamentaux qui changent? Et donc, de ce fait, est-ce qu'il y a des choses à faire sur le sens, les valeurs de l'entreprise à remettre en avant? Ce que je disais sur les valeurs de l'entreprise, en fait, on les trouve dans les composants de la marque employeur, donc dans les interactions sociales qu'on peut avoir avec les gens. C'est pour ça que c'est bien de se retrouver à part et c'est bien aussi de ritualiser des réunions avec vos collaborateurs. La réunion un peu managériale où on va rappeler les objectifs, on va rappeler vers quoi on va noter les progressions des gens ou des équipes.
pour justement recadrer un petit peu les choses et rassurer les gens sur l'avancée des choses. Ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir parce que souvent les gens ne vont pas vous croire. Donc ça veut dire, dites pas, ouais, alors je vous explique en juin comment ça se passe. Vous ne savez même pas comment ça se passe en juin. Mais par contre, dire, OK, là on a bien bossé, là tel dossier, on a bien avancé. Ouais, je trouve que là, on a quand même on a bien bossé là-dessus et là-dessus. Et vous savez quoi, on va réussir ça. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de fédérer. On est toujours à fédérer sur des objectifs à court, moyen, long terme. Très bien, merci. J'ai une question d'Éric. La période actuelle est-elle propice à détecter les hommes et les femmes compétents ou compétentes et motivés qui pourraient devenir des indépendants à nos côtés, façon essaimage, pour rendre Oh, évidemment nos entreprises plus agiles et moins exposées au ouais, ce que mode. tu veux, en fait, c'est ne plus les avoir en tant que salariés, mais juste à les avoir en tant que fournisseurs. Bah, c'est une vraie réalité, c'est un vrai mouvement. Le truc, c'est qu'effectivement, à la sortie, vous pouvez avoir des gens qui vont dire, mais je m'éclate chez moi, j'ai pas envie de revenir. Après, soit c'est une compétence qui vous est essentielle, et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir envisager un traitement de télétravail, même si je vais faire une petite remarque après. Ou alors, c'est une compétence qui n'est pas essentielle, et ben, dans ce cas-là, je suis content pour toi, bon vent. Faites attention, par contre, c'est qu'au retour, c'est pas open bar, c'est pas le Club Med, hein, c'est pas ta atelier tennis ou voile, c'est la même chose pour tout le monde. Les règles ne vont pas changer d'un collaborateur à l'autre. Faites super gaffe de ne pas créer des divas parce que c'est le meilleur moyen après d'avoir des problématiques difficiles à relever derrière en management. Il faut vraiment, mais vraiment que les gens aient l'impression que bah, je donne 100, je récupère 100. Mais c'est pour tout le monde. S'ils ont l'impression qu'à un moment, il y en a un, il a juste à faire à lever le petit doigt pour avoir la même chose, et ben, vous allez avoir un phénomène de démotivation et vous allez surtout avoir une perte de compétences. Et ça peut être une catastrophe. Alors après, Eric disait, nos modes de management que nous enseignons tous de cette façon sont-ils à même d'évoluer vers d'autres formes? Alors, ça, en fait, sur les managements, on a ce qu'on appelle des modes. Vous savez, passé un moment, on avait l'entreprise libérée. Puis après, au tribunal de commerce, ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée. Donc, en fait, on va avoir d'autres modes de management. On va avoir notamment des modes de communication managériale. Mais je vous jure, honnêtement, le mieux, c'est de revenir au basique parfois et de se dire que, ouais, le truc, c'est que j'ai peut-être pas juste dit ce qu'il fallait quand il fallait et qu'il y a des choses qui existent déjà qui sont très, très bons comme outil. Après, vous pouvez avoir envie d'avoir d'autres modes de management, mais est-ce que c'est des modes de management vraiment différents ou bien est-ce qu'on reste dans le même mode de management, mais c'est simplement un mode de communication différent? Et là, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, Sylvie me dit très logiquement, on a parlé de manager, au départ on a même parlé d'associé. Euh, Il n'y a pas une différence importante parce qu'un associé n'est pas ton employé. Donc, est-ce que quand on est dans une période de confinement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire finalement un L'associé peu est un différentes ou est-ce que collaborateur ce à part sont les entière. mêmes? Attention, alors deux choses. Un, l'associé est un collaborateur à part entière. Deux, l'associé, ça dépend. Est-ce qu'il est DG? Donc, dans ce cas-là, c'est un mandataire social. Dans ce cas-là, il y a des responsabilités. Et là, on est plutôt sur un management qui serait du délégatif. Ou alors, on est sur un management plus classique, mais ça reste un salarié à part entière ou un collaborateur à part entière. La question, elle est riche et on ne peut pas avancer comme ça. Un associé, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour participer aux assemblées générales et valider, être au courant et valider les comptes, etc. Qu'après, ce soit une reconnaissance par rapport à des compétences ou par rapport à son rôle dans l'entreprise, c'est autre chose. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ce statut d'associé est relatif à son rôle dans l'entreprise. Mais ce rôle dans l'entreprise, ça fait qu'il a un rôle. S'il a un rôle, ça veut donc dire qu'il y a un lien de subordination avec le patron. Parce que n'oubliez pas que si jamais ça part en sucette et que l'entreprise périclite, il y a une personne qui est devant les juges du tribunal de commerce et c'est le manager ou le dirigeant d'entreprise. Donc, associé qu'il ait une opinion, je suis d'accord avec lui, c'est super et bravo. Mais néanmoins, le patron, c'est celui qui, à un moment ou à un autre, devra finir devant les juges si ça se termine mal. Donc, même avec les associés, oui, il faut quand même avoir des capacités managériales et une façon de gérer comme ça. Voilà. Alors, il y a des équipes qui se retrouvent aujourd'hui en télétravail alors qu'elles étaient avant dans des labos. Ouais. Et Camille demande si on sent l'équipe qui commence à se démotiver, est-ce qu'il y a des points pour relancer la motivation? Essayez de comprendre déjà pourquoi ils se démotivent. Parce que si c'est dans des labos, ça veut donc dire qu'ils ne peuvent plus faire d'études, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire de tests.
Est-ce qu'on est capable d'isoler une partie du travail qui peut être en télétravail? Mais il y a un moment où, je suis désolé, mais on n'est plus sur du télétravail. On est sur des gens qui devraient être en chômage partiel ou en activité partielle. Dans ce cas-là, c'est toi en tant qu'employeur de commencer à fixer des vacances et puis ou de leur donner d'autres sujets pour essayer de se remotiver. Mais là, la problématique, elle n'est pas seulement managériale, elle est légale et RH. Voilà. La question est super simple à poser, mais la réponse est vraiment pas simple. Il faudrait qu'on en parle après. Donc, si tu veux, on s'appelle et on s'en parle. Et donc, je n'ai plus d'autres questions en dehors de celle de Théo, mais je la gardais pour la fin, parce que Théo nous dit, en conclusion, en quoi le management en mode de confinement est-il si différent du management en mode réel, en temps réel et en temps physique? Alors, il faut faire super gaffe à ça parce qu'en fait, il est plus contraignant pour le manager. En ce sens qu'il impose beaucoup plus de rigueur. C'est-à-dire que quand tu es face à ton équipe ou quand tu passes entre guillemets dans les bureaux, tu vois naturellement les gens, tu vas faire des choses naturelles. C'est-à-dire que tu ne vas pas y penser. Là, le problème, c'est que tu ne les vois pas. Loin des yeux, loin du cœur, tu ne vas pas penser à le faire. Et dès l'instant où tu ne penses pas à le faire, tu ne le fais pas. Et ça, par contre, il faut faire super gaffe parce que la personne, elle ne va pas avoir ses marques d'intérêt, elle ne va pas avoir cette écoute, elle ne va pas avoir ces encouragements, elle ne va pas avoir ce rythme de travail. Et à un moment ou à un autre, effectivement, tu vas avoir une démotivation, tu vas avoir une perte de sens. Et après, tu peux avoir de la casse à la reprise après le confinement. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a passé pratiquement, oui, 1 heure. C'est exactement l'heure qui vient d'arriver. Un truc à faire en tant que manager, j'aimerais que les gens remettent leur micro en marche. Vous voulez bien? Faites-le. C'est important. Voilà, c'est fait? Ouais. Bon. Ouais. Et à 3, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi qui est hyper important. Vous allez chanter avec moi quelque chose. Il va pleuvoir. C'est vraiment sûr? Manu, tu vas perdre tout le monde. Tu vas perdre tout le monde. Le 10 avril, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est là, qui s'appelle Kamel Karib. Et donc, 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est une horreur. Moi, c'est pas très très bon, mais bon. Interaction sociale. Merci beaucoup à tous. Hein. De rien. Très sympa, merci Manu. Hein. Ouais, c'est de l'interaction sociale. Tu me permets d'illustrer. Impeccable. Ah, t'as fait fort sur ce coup-là. Bravo. Charles, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous, on peut t'applaudir parce que tu as vraiment bien bossé et c'était super intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci pour votre participation. Et puis, on se retrouve à la Terrasse Discovery dès qu'il va commencer à faire plus beau et que le confinement aura terminé. En tout cas, on est très content de vous avoir eu si nombreux aujourd'hui. À bientôt. Ciao. Merci. Bonnes vacances, Charles. Ouais, bonnes vacances, Charles. Ouais, merci. Bonnes vacances, Charles. Salut. Merci encore, Emmanuel. Merci à vous.